Notre grand témoin invité dans cette édition, Abdourahmane Mohamed Guelleh, président du parti Rassemblement pour l'Action, la démocratie et le développement écologique, le RAD. Il est également secrétaire général de l'Union pour le salut national, l'USN, coalition des partis de l'opposition djiboutienne. Abdourahmane Mohamed Guelleh, bonjour. Oui, bonjour, M. Francis. Merci d'être avec nous, merci d'avoir accepté notre invitation. Avec nous également deux confrères invités. Depuis Niamey, Modibo Ali Oumarou, directeur de la publication du Canard déchaîné. Modibo Ali Oumarou, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et depuis Abidjan, Patrice Yao, directeur du quotidien Le Nouveau Réveil. Patrice, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Petite fiche de présentation de notre grand témoin invité dans cette édition, Abdourahmane Mohamed Guelleh. Vous êtes âgé de 40 ans, diplômé en lettres modernes de l'Université de Montpellier 3 à Paul Valéry et en communication à La Rochelle, en France bien sûr. Vous avez été de 1998 à 2009 enseignant de collège, puis principal et proviseur de lycée dans la région d'Ali Sabieh à Djibouti. Parallèlement à ces fonctions, vous avez exercé le métier de journaliste, notamment en tant que chroniqueur sportif au journal gouvernemental La Nation. Vous avez été le fondateur et directeur de la publication du journal La Voix du Sud, membre actif et leader de la société civile djiboutienne. Vous avez créé en 2010 le Conseil national de la société civile djiboutienne. En 2009, vous êtes nommé conseiller chargé de la communication auprès de l'ancien Premier ministre djiboutien Dileïta Mohamed Dileïta. 3 ans plus tard, vous avez créé votre propre parti, le RAD, le Rassemblement pour l'Action, la démocratie et le développement écologique. Candidat à l'élection municipale de 2012, vous êtes élu maire de la capitale de Djibouti. Vous serez arrêté en décembre 2015 lors d'une réunion des dirigeants de l'opposition, puis incarcéré pendant 4 mois. Depuis, vous êtes sous le coup d'une interdiction de quitter le territoire djiboutien. On vous appelle communément TX et votre leadership au sein de l'opposition ainsi que les valeurs de paix et de non-violence que vous prônez ont fait de vous l'un des principaux acteurs politiques de votre pays. Abdourahmane Mohamed Guelleh, vous serez donc notre grand témoin dans cette édition du débat BBC Africa numéro 1 Paris. À vous Dakar. Et on commence, Francis, par Djibouti. Le chômage persiste dans ce pays malgré une croissance économique positive depuis une dizaine d'années. On l'apprend d'une étude de la Banque mondiale qui date de 2015. Celle-ci révèle aussi que le taux de chômage est de 45% et plus de 70% pour les jeunes âgés de moins de 30 ans. Il y a un total de près de 200 000 chômeurs pour une population estimée à 850 000 habitants. La lutte contre le chômage, la pauvreté, véritable plaie pour les autorités sont les principaux défis auxquels le président Ismaël Omar Guelleh, qui dirige le Djibouti depuis 1999, a promis de s'attaquer. Pour cela, le président a récemment, M. Guelleh, remanié son gouvernement et mis en place un gouvernement dit de combat. Il a nommé une quinzaine de jeunes technocrates proches de terrain, dit-il. Ce 4e quinquennat du président Guelleh, entamé en mai dernier, a-t-il, selon vous, bien démarré pour ce qui est de la lutte contre le chômage? Et est-ce qu'il a donné un début de signal dans la lutte contre le chômage? Merci, madame. Donc, je vous remercie pour l'invitation. Et comme vous le savez, notre pays, la République de Djibouti, est situé dans une zone stratégiquement importante. Et le nombre d'habitants en République de Djibouti compte moins d'1 million d'âmes. Et toutes les richesses et d'entrée portières, des locations des bases militaires, mais aussi des impôts, les Djiboutiens ont des difficultés pour voir cette manne des ressources financières qui rentrent en République de Djibouti. Et le problème à Djibouti, ce n'est pas un problème d'économie ou c'est un problème des systèmes de gouvernance. Notre pays est tout simplement mal géré. Et c'est ça les problèmes. Et nous nous battons pour proposer un projet alternatif à cette malgouvernance, à cette corruption généralisée dans un système qui a de plus en plus de difficultés pour changer. Comme vous le dites vous-même, Ismaël Omar Guelleh à la tête du pays depuis 17 ans. Ce n'est pas un problème également djiboutien et tout simplement djiboutien, mais c'est un problème africain. Les dirigeants africains s'accrochent au pouvoir alors qu'ils sont isés, qu'ils sont malades, qu'ils ne proposent plus des projets, des changements. Le chômage à Djibouti, comme vous l'avez souligné, est très important, surtout dans la marge de la jeunesse. Il n'y a pas de création d'emplois.
les problèmes à Djibouti, c'est un problème de gestion, c'est un problème des systèmes, c'est un problème de Juste préciser, vous dites qu'il n'y a pas d'emploi, mais en décembre 2015, le gouvernement a lancé un programme appelé Crédit Jeunes Prometteurs avec l'aide du PNUD pour contribuer justement à lutter contre le chômage des jeunes. Est-ce que cette initiative a abouti peut-être à une réduction du chômage? Est-ce qu'elle a contribué à infléchir la courbe du chômage? Non, pas du tout, pas du tout. Comme chaque année, à la veille de toute élection, le régime s'appelle à des publicités à travers la seule télévision, la seule radio et les seuls journaux du pays pour crever les yeux à l'opinion publique et dire voilà, nous avons ces projets. Et une fois les élections finies, donc les gens croupissent dans leur chômage. Ça ne change rien parce qu'il y a un problème des gouvernances, il y a un problème de gestion, il y a c'est ça, il faut réaliser ce qu'on a promis. À Djibouti, comme certainement dans les pays africains, il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de contrôle, il y a un problème énorme de gestion et des systèmes. Les idées sont là, mais elles ne sont jamais réalisées, elles ne sont jamais concrétisées parce qu'on ne fout rien. Abdourahmane Mohamed Guelleh, permettez-moi d'abord une question un peu anecdotique. Vous avez le même patronyme que le président de Djibouti, Omar Guelleh. Est-ce qu'il y aurait un lien de parenté entre vous et le président? Bon, vous savez, donc toute la communauté de Djibouti, donc nous formons de la même famille. Mais je n'ai aucun lien de parenté. En fait, je ne suis pas les cousins germains de M. Guelleh. D'accord, écoutez, la réponse est claire. Alors, il y a 3 ans, M. Guelleh, les résultats des législatives ont été contestés par l'opposition. Ensuite, il y a eu de fortes tensions dans votre pays, des manifestations sévèrement réprimées. Vous en êtes d'ailleurs l'une des victimes. Puis, il y a eu l'épisode de la candidature contestée du président Omar Guelleh, qui vient d'être donc réélu pour la 4e fois pour un 5e mandat. Alors, en résumé, les actions de l'opposition n'ont jamais infléchi l'agenda du pouvoir qui se comporte comme un parti unique. Alors, dans ce contexte, quelles sont les véritables marges, les véritables capacités d'action de l'opposition? Nous sommes une coalition des partis donc qui prennent l'alternance au pouvoir par des moyens démocratiques et pacifiques. Les régimes en place, comme partout en Afrique, c'est un régime qui utilise la force et la répression pour rester au pouvoir. La preuve, nous avons signé un accord cadre avec ce régime en 2014, donc moi j'ai été l'un des artisans de cet accord. Et finalement, le régime n'a pas voulu mettre en place la Commission électorale nationale indépendante qui devrait garantir la transparence et la crédibilité de l'élection. Et on comprend parce que tout simplement, le régime va perdre cette élection. IOG, s'il n'a pas voulu mettre en place cette commission parce qu'il savait qu'il allait perdre cette élection, tout simplement. Alors, il faut dire que les mouvements de l'opposition dans votre pays ont montré parfois leur incapacité à parler d'une même voix, parce qu'il y a d'un côté la coalition dont vous êtes le secrétaire général, l'USN, et puis il y a aussi d'autres oppositions. Alors, on voit bien qu'il n'y a pas eu de stratégie commune adoptée face au pouvoir, notamment lors de cette présidentielle. Est-ce qu'on peut dire que ce sont les faiblesses et les inconséquences de certains mouvements de l'opposition qui renforcent toujours un peu plus le pouvoir du président Guelleh? Comme partout dans le monde, donc il y a des faiblesses et des points forts dans toute coalition. Il y a des débats démocratiques, il y a des débats internes. Il y avait donc des débats internes dans la coalition de l'ISM comme dans toute plateforme de l'opposition. Et à un moment, c'est vrai, donc il y a ces problèmes de leadership, il y a parfois des querelles intestines, il y a des différences sur les stratégies à suivre. Nous en tirons toutes les leçons, évidemment, donc nous étions victimes. Moi, j'étais en détention durant cette période. Et malheureusement, donc j'ai appris avec consternation quand j'ai été en prison que la coalition de l'ISN, comme toute coalition, donc a éclaté. C'est vrai, donc nous en avons eu nos responsabilités pour la réélection d'Ismaël Omar Guelleh à la tête du pays, mais aussi et surtout parce que l'opposition a été violemment réprimée.
violemment réprimé. Il y a eu des arrestations, il y a eu de la pression au quotidien. Donc pratiquement tous les opposants ont été constamment harcelés pour qu'on puisse ouvrir un boulevard à la réélection d'Ismaël Omar Guelleh, qui a enterré également la Commission électorale nationale indépendante sur laquelle il s'était engagé lors de l'accord cadre. Donc c'est vrai, il y a eu des difficultés internes dans la gestion, surtout sur les points de vue de la stratégie, mais aussi sur les ambitions, pour concilier les ambitions des uns et des autres. Mais surtout, nous étions victimes de la répression du régime. Peut-être, Francis, encore une question politique, même si je souhaitais peut-être revenir sur le chômage, mais je vais y revenir plus tard, on est déjà en politique. Alors, Monsieur Abdourahmane Guelleh, on a souvent entendu l'opposition dire que à chaque élection, chaque élection, que les dés sont pipés, les élections sont jouées d'avance. Le président Omar Guelleh, une fois élu, on dit qu'il est mal élu, il n'a pas la légitimité du peuple, le pouvoir est vulnérable, et pourtant, depuis 1999, il est là. Alors, sur quoi repose donc son pouvoir aujourd'hui? Qui sont ses amis? À Djibouti, moi je vous donne un exemple très simple qui me concerne directement. Moi j'étais arrêté et mis en prison tout simplement parce qu'on voulait me neutraliser. Et chez les autres opposants c'était la même chose. À Djibouti, le pouvoir est basé totalement sur l'utilisation de la force, et qui à la force évidemment paralyse en utilisant tous ces moyens. Donc le pouvoir du président Guelleh, pour vous, est fondé sur la répression, c'est ça qui le rend solide? Effectivement, c'est la force et c'est la répression sur laquelle est fondée ces Mais l'opposition a souvent l'habitude de dire, vous avez mentionné tout à l'heure, que le président Guelleh compte aussi beaucoup d'amis, la France, les États-Unis et la Chine. Vous dites aussi qu'au-delà de la répression, il a des alliés au niveau international. Oui, mais les problèmes, c'est nos alliés. Donc, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Est-ce qu'ils peuvent s'ingérer et intervenir directement dans... Non. Mais l'argent dont vous parlez, qui finance le pouvoir, est versé par ses alliés, non, avec les bases militaires? Oui, ça c'est. Est-ce que vous n'attaquez pas la mauvaise personne? C'est un problème qui se pose. Nos alliés, donc, ont leur mot à dire, mais ils n'ont pas à s'ingérer dans les affaires d'un pays en débarquant un régime et en embarquant un autre. Non, je crois que ce ne sont pas leurs rôles, mais plutôt ils sont là et pour apporter leurs conseils d'amitié, pour apporter leurs avis sur les atteintes aux droits de l'homme, sur la répression. C'est ça, mais la responsabilité première incombe au régime et à ceux qui composent ce régime. Donc c'est à eux qu'il faut changer. C'est ces gens-là qui doivent changer leur comportement, leur manière de voir les choses et la gestion du pays. Donc personne d'autre ne viendra à notre place pour changer les gens qui gouvernent. Francis, je propose qu'on écoute les confrères. Pardon. Je vais juste te poser une question très courte sur le lendemain de l'élection de Omar Guelleh. Et après sa réélection, le président Omar Guelleh a annoncé un gouvernement de rupture. Alors, je voulais savoir, en quelques mots, Abdourahmane Mohamed Guelleh, rupture avec quoi? C'est une rupture avec son propre bilan? Moi, je pense que ce gouvernement ne pourra faire aucune rupture. Tout simplement, c'est un problème. J'ai le sentiment qu'on a perdu l'invité, qu'on va rappeler. On va peut-être écouter. Vous allez rappeler. Voilà. On va écouter nos confrères. Oui. Patrice Yao sur la longévité et les problèmes démocratiques, le chômage à Djibouti. Bon, moi, je voulais dire que ce qui se passe à Djibouti n'est pas propre à Djibouti. C'est un peu ce qu'on constate un peu sur l'ensemble du continent. C'est vraiment dommage que les choses se passent comme ça. Pour parler précisément du chômage, je pense que c'est un défi à tout gouvernement. Mais je pense que ce qui se passe, c'est que les ressources des différents pays africains sont véritablement, je ne vais pas parler comme les autres, vous dites qu'ils sont exploités par chose, mais je pense que les entreprises qui travaillent pour donc ces différentes ressources sont pour la plupart les entreprises étrangères. Donc, voyez-vous, ils viennent avec l'expertise, avec un peu les savoirs. Et donc, ce qui fait qu'au niveau des pays où ils viennent intervenir,
ils ne viennent pas avec la technologie, et donc c'est un peu difficile, ça ne règle pas les problèmes. Donc, peut-être que dans la signature des contrats et autres, tout ceci devait être revu. Autrement, on va encore continuer à vivre cette situation. C'est vraiment dommage. Merci. Et je pense que quand on écoute un peu, où on voit le taux de chômage, c'est effroyable. C'est énorme. Merci. Modibo, avant de retrouver notre invité, M. Guélé, qui est de retour, Modibo, sur le Djibouti. Oui. Oui, on parlait de la situation politique et économique. Voilà, ces deux situations qui se portent mal à Djibouti. Bon, peut-être qu'il faut surtout dire que ce qui se passe à Djibouti ressemble à ce qui se passe dans tous les autres pays. Le véritable problème qu'on a en Afrique aujourd'hui, c'est qu'on ne fait pas des investissements qui apportent rapidement, tout de suite, une valeur ajoutée. Et c'est pour cette raison, les gens choisissent de gros investissements qui, parfois, ne cadrent pas avec l'intérêt général et qui ont des plus-values plus lentes à observer sur l'économie. Et c'est ce qui fait mais on parlait pourtant quand même pour Djibouti d'un taux de croissance de 6%. Oui, le taux de croissance de 6% une dizaine d'années. En général, ou 10, même 10%, on parle aussi même de 10%. Mais le drame, c'est que est-ce que ça se ressent aujourd'hui dans le panier de la ménagère? C'est ça. Le président l'a lui-même relevé lors du 39e anniversaire de l'indépendance du pays. Oui, c'est ça. C'est un problème au niveau de tous les pays africains où des investissements sont faits. Bon, il est vrai qu'on a besoin d'infrastructures, on a besoin de grosses structures, mais aussi il faut investir dans le côté social et c'est ça qui pose problème. La promotion de la microéconomie. Oui, microéconomique et macroéconomique. Le drame, c'est que quand vous investissez dans les grands projets, c'est très lent à percevoir au niveau économique. Bon. Et je vais juste préciser quand même... surtout de l'essentiel. Allez-y, Francis. C'est ça qui fait le problème. Et tout à l'heure, j'entendais parler un peu de ce qui se passe. Mais quand un président est élu au premier tour avec 86%, je trouve que c'est proprement scandaleux. On va devoir marquer une pause, mais... Modibo, Ali Oumarou, je voulais juste vous préciser, à vous et à Patrice Yao, qu'il faut quand même préciser que les recettes de Djibouti sont principalement basées sur des rentrées douanières et sur le loyer payé par les pays étrangers pour les bases militaires installées à Djibouti. Il s'agit de la France, de la Chine et des États-Unis principalement. Monsieur Guélé, vous avez déclaré, comme votre ami de l'opposition Daher Ahmed Farah, que le problème de Djibouti, c'est le problème de système et non le problème d'homme. Est-ce que d'après vous, il y a eu un changement fondamental, ou je dirais même une rupture entre le régime de l'actuel président et celui de son oncle Hassan Goulet Abtidon, qui était le premier président de votre pays et auquel il a succédé en 99? À l'époque, à son élection en 99, donc l'actuel président de la République avait fait campagne sur les changements dans la continuité. Donc rien n'a changé sur les plans politiques parce que la répression continue, donc il n'y a pas d'élection libre et crédible. Autant que sous son oncle? Rien n'a changé. Qu'est-ce qui a changé? Parce que nous, on vit à Djibouti. Qu'est-ce qui a changé à part quelques bâtiments construits? Donc les pouvoirs en place s'enorgueillent de dire qu'il y a un hôtel Campeski. Voilà, c'est tout. Il y a des logements sociaux à Rodan, on dit sociaux, mais il faut voir un salarié moyen à Djibouti, donc n'était pas se payer de ces logements. Non, la situation commence à se dégrader. Au début, c'est vrai, il avait commencé avec l'espoir de relancer, de continuer dans une nouvelle direction, mais les problèmes, il en a hérité d'un système et il en a fait encore le pire, puisque donc aujourd'hui, la liberté de la presse n'a rien changé, la liberté politique n'a pas changé. Imaginez, je suis malade, je suis empêché de quitter ce pays pour subir des soins à l'étranger.
on est à ces stades, ce régime est à ces stades. Mais comment comprendre que ce type de situation continue à exister alors que on s'attend quand même à ce que des ONG, des pays occidentaux peut-être condamnent ce type d'attitude. Vous êtes bloqué chez vous, les passeports des opposants sont confisqués et rien ne se passe. Est-ce que vous comprenez cette situation ou cette attitude de la communauté internationale? La communauté internationale, qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle réagit à chaque fois, donc publiquement ou certainement en termes diplomatiques. Mais elle ne pourra pas, par exemple, ce n'est pas la communauté internationale qui va m'autoriser à partir. Mais je crois que la communauté internationale réagit en fonction de ses capacités diplomatiques, mais aussi je pense cette question, donc je crois qu'il faut peut-être la poser à la communauté internationale, pourquoi elle ne réagit pas, ou bien de quelle manière elle devrait réagir. Mais je crois. Mais qu'est-ce que vous attendez d'elle? Francis parlait des pays et des ressources, de l'argent que Djibouti tire du paiement des bases militaires. Est-ce que vous pensez que vous ne pensez pas que ça pourrait être une arme de la part de ces pays-là, par exemple, cesser de verser de l'argent? Est-ce que par ce moyen, on pourrait peut-être mettre pression, selon vous, sur le pouvoir pour qu'il y ait une décrispation, peut-être au niveau politique? Moi, je ne pense pas, mon point de vue personnel et politique, moi, je ne pense pas qu'il faut priver notre pays de toutes ces mannes financières, mais il faut que ça aille directement à la population, et puis il faut qu'il y ait un regard dans l'utilisation de cet argent, parce que cet argent, évidemment, est utilisé dans la répression de l'opposition, mais aussi tout cet argent ne va pas directement à la population, parce qu'il faut venir à Djibouti pour voir comment les gens souffrent dans les quartiers populaires. Pourtant le niveau d'endettement de votre pays est estimé cette année à 61% par le Fonds monétaire international. On dit même d'ailleurs que votre pays est en train de plonger dans une crise économique plutôt qui pourrait être longue et durable. Est-ce que Djibouti a les moyens de faire face à une crise économique prolongée, Abdourahmane Mohamed Guelleh? C'est une question très inquiétante qui nous inquiète beaucoup et qui inquiète l'avenir de notre pays, la question de l'endettement. Il y a une remise en question de la capacité du pays qui ne peut plus qui n'a plus ses capacités de rembourser ses dettes dans les années à venir. Le FMI ne cesse de prévenir et d'alerter. La Chine commence à se poser des questions parce qu'elle a beaucoup investi ces dernières années. C'est un problème majeur dans notre pays parce que tout peut s'écrouler dans les années à venir parce que notre pays a atteint la ligne rouge de l'endettement. Francis, peut-être pour boucler le sujet, juste dire avant de passer, rappeler ces informations, la Banque mondiale a alerté sur le fait que le chômage a engendré un autre phénomène, celui de l'augmentation de la consommation d'une herbe qu'on appelle le khat. Et d'après la Banque mondiale, les femmes et les enfants, à cause du chômage, commencent à en consommer énormément. Et le Fonds monétaire international, pour rester dans l'aspect économique que vous évoquiez, Francis, dit que les perspectives à moyen et long terme sont très préoccupantes à Djibouti, d'autant plus que cette situation est amplifiée par la pression démographique. Donc, c'est-à-dire que les lendemains ne sont pas très réluisants, comme on peut le constater, mais est-ce que Djibouti est réellement la poudrière que décrivent les institutions de Bretton Woods? Peut-être c'est une question. J'aimerais ajouter à toutes ces informations que vous donnez que plusieurs observateurs estiment aujourd'hui que l'absence d'alternance politique constitue un frein au développement de l'environnement des affaires à Djibouti.